démocrates et leurs présidents, notamment, ne sont pas capables, de par leur comportement et la lecture que nous faisons de leur comportement, de rassembler toute l'opposition. Puisque aujourd'hui, au regard de la loi, et c'est légitime, ils ont 28 députés à l'Assemblée nationale, 0 élus communaux municipaux, donc des maires, 0. FCBE a 0 députés à l'Assemblée nationale et 261 élus communaux municipaux, donc des maires. Normalement, si on était ensemble, ça ferait 28 députés plus 261 élus à la base. Mais ils n'en veulent pas, puisque dès le début, ils ont dit FCBE n'est pas de l'opposition. Ça fait leur problème. Il y a plusieurs manières, dans un pays, il y a plusieurs manières de faire l'opposition. FCBE n'est pas une opposition radicale. Une opposition va-t-en-guerre. Nous sommes une opposition modérée, on fait des propositions et on avance. Donc, ils ne sont pas nos interlocuteurs. Ni le BR, ni le libéralisme économique. Ça a été annoncé à la conférence nationale. C'est l'une des décisions qui découle du renouveau démocratique que nous avons choisi. Sur le plan économique, nous avons dit libéralisme économique. Mais le mode opératoire des décisions qui ont été prises à la conférence nationale, le mode opératoire, la mise en place, la conception et la mise en place des modes opératoires revenait au Premier ministre 90-91. Donc au gouvernement du président Soglo. D'accord? Mais jamais cela n'a été fait. Jamais. Alors, quelqu'un arrive, il nous impose sa conception, sa conviction du libéralisme économique. Nous sommes passés de tentatives de libéralisme économique à un libéralisme économique sauvage. Nous sommes dans un régime 2016 de libéralisme économique sauvage, inhumain. C'est-à-dire, est-ce que c'est de ça qu'il est question? De manière concrète pour ceux qui... De manière très concrète. Oui. Aujourd'hui, tout le monde, sauf ceux qui bénéficient du pouvoir directement, ont constaté que la pierre angulaire de la construction nationale que gère le régime en place, c'est le capital financier. C'est l'économie du pays. C'est l'argent. C'est l'argent, pour parler terre à terre. Ouais. C'est pas l'humain, c'est pas l'homme. L'homme, c'est rien. L'argent est tout. C'est du libéralisme. Mais c'est du libéralisme sauvage. C'est du libéralisme inhumain. La recherche du profit. Et vous ne voyez pas? C'est dans ça que nous sommes. Ceux qui ne veulent pas entrer ou ne peuvent pas entrer dans ça, ils perdent leur job. Ils perdent le travail. On leur donne 2 mois. On leur donne 3 mois. On leur donne 9 mois. Et ils sortent du système de production de richesse. Ils n'ont qu'à aller mourir. Ils n'ont qu'à aller se débrouiller. Mais c'est cela, c'est du sauvage. Donc l'augmentation, c'est pas de ça qu'il est question. De certains coûts, l'établissement de la carte d'identité passé de 2400 à 10 000. Ah oui. Ceci, cela, tout ça, c'est les conséquences du libéralisme économique. C'est la domination de l'argent. C'est la primauté de l'argent sur l'humain. C'est un choix. Il y a des écoles en économie qui défendent cela. Je regrette, je ne suis pas de la même école que ceux qui défendent ça auprès du président Talon. J'en ai rencontré qui ont cherché à m'humilier. Et j'ai dit, ben, on se rencontrera. D'accord? Donc, c'est une guerre d'école. Mais malheureusement, dans certaines contrées du monde, c'est déjà dépassé. Mais même si ce n'était pas dépassé ailleurs, est-ce que c'est de ça que nous, en Afrique, nous avons besoin? C'est ça le vrai problème. Que la conférence ne peut pas continuer d'être une référence. Qu'il y a bien des choses qui sont faites depuis 2016. Comme si le Bénin était né en 2016. J'ai appris récemment, avec grande amertume, que les lieux où la rencontre a eu lieu, les lieux où le PLM à Ledjo, où s'est tenue la conférence nationale, n'existent plus physiquement. Or, c'est une aberration. Vous savez, dans les pays sérieux, j'ai dit au début que un peuple qui perd sa mémoire, qui n'a plus de mémoire, est un peuple amnésique, est un peuple mort, qui n'a pas d'avenir. On ne peut pas construire l'avenir sans tenir compte du présent, et il n'y a pas de présent sans passé, sans tenir compte du passé. C'est comme si on nous lavait, que le régime actuel, pour ne pas le dénoncer, que le régime actuel nous lave le cerveau. Non. Moi, j'ai déjà personnellement subi, avec beaucoup de difficultés, que l'on est appelé, là où Mathieu Kérékou, qu'il soit apprécié ou pas, Mathieu Kérékou, dans le Bénin d'hier et d'aujourd'hui et même de demain, est une icône. C'est notre icône à nous. Mais si nous refusons de célébrer nos icônes, ça veut dire que nous n'allons célébrer personne. Nous n'allons célébrer personne. Moi, je suis allé en Afrique du Sud. J'ai vu comment les gens ont célébré et célèbrent toujours Nelson Mandela. Mathieu Kérékou est notre icône. Que là où Mathieu Kérékou a vécu des années, ait travaillé pour le pays, en bien ou en mal,
en bien ou en mal, peu importe. Mais c'est une personne que Dieu nous a envoyée, qui a vécu dans notre pays, qui a travaillé, qui a servi la nation, que l'on l'ait aimé ou pas. Il a vécu là, dans les Filao. Il est mort là, dans les Filao. Et aujourd'hui, on appelle ça le jardin de Matthieu. Je peux m'appeler Matthieu. N'importe quel Matthieu n'est pas Matthieu Kérékou, mes amis. Non. Donc, c'est comme si le régime en place se comporte comme un régime de dictature. La dictature a ceci de particulier que elle essaie de gommer la cervelle. Elle essaie de montrer aux gens que avant elle, la dictature, je veux dire, avant elle, il n'y a rien. Que le Bénin n'existe pas. Avant 2016, personne ne peut nous convaincre de cela. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Cela fait 34 ans désormais que s'est réunie au Bénin la conférence des forces vives de la nation. 34 années donc du chemin parcouru. Évidemment, tout n'est plus exactement comme pensé par les acteurs de cette époque. Que reste-t-il aujourd'hui des acquis de la conférence nationale? Pour les jeunes qui n'en savent pas grand-chose, qu'est-ce que c'est? Que peut-on encore sauvegarder? Nous verrons cela avec notre invité, un des participants à ces assises. Alain Adéou, c'est son nom. Nous ne parlerons pas que de conférence nationale. Notre invité est aujourd'hui membre du bureau politique du parti Force Kouri.Bénin émergent, FCBE, conseiller politique et directeur de l'école de ce parti. Avec lui, nous évoquerons donc, par exemple, la révision de la Constitution, la relecture du code électoral, etc. Alain Adéou, bonjour, bienvenue. bonjour, cher ami. Je le disais, vous étiez participant à la conférence nationale de février 1990. Vous y étiez au titre de membre jeune de la délégation de l'Église catholique. Alain Adéou, vous imaginez aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de jeunes qui ne savent pas grand-chose, sinon ne savent pas ce que c'est que la conférence nationale. Oui, je fais le même constat que vous et je dis simplement que c'est dommage. Cela veut dire que nous qui avons été à la conférence, mais surtout ceux qui ont géré le pays depuis 1990 à nos jours, ont manqué un devoir important, celui de garder la mémoire des choses. Un pays ne se construit pas en une journée, un pays ne se construit pas en une semaine, en une année. Un pays a une histoire. Et l'histoire d'un pays doit être rappelée au quotidien, à chaque génération, pour que nous sachions, pour que les générations qui se suivent, qui se succèdent, sachent d'où on est parti. Quand on gomme la mémoire d'un pays, volontairement ou involontairement, c'est grave. Un peuple ne doit pas perdre la mémoire des choses. Un peuple sans mémoire est un peuple mort. C'est donc dommage que des centaines de milliers de jeunes n'en sachent plus rien, ne connaissent plus rien de la conférence. Nous devons encore travailler, nous qui sommes encore vivants, et ceux qui en savent quelque chose, pour que cela ne se reproduise pas de façon perpétuelle dans le temps. Qu'est-ce que la conférence nationale aurait dû faire, qu'elle n'a pas fait donc? Qu'est-ce qui aurait dû être fait, tout simplement? D'abord, la conférence nationale elle-même est un grand tournant dans l'histoire politique de notre pays. C'est pas ça votre question. Mais c'est un grand tournant. À la limite, je dirais, c'est un point-virgule dans une longue phrase. Un point-virgule, quand on prononce une phrase, un point-virgule oblige celui qui dit la phrase à baisser le ton, à prendre une pause, donc à réfléchir. Qu'est-ce qui est fait dans cette phrase, qu'est-ce qui est dit dans cette première partie de la phrase jusqu'à là, jusqu'à ce point-virgule, et à partir du point-virgule, qu'est-ce qui est annoncé. Donc, et les deux bouts de phrase sont enchaînés. J'ai pas dit que c'est une virgule ou un point, j'ai dit un point-virgule. On marque une pause, on réfléchit, on avance. C'est ce que la conférence a été elle-même. C'est une rencontre historique, jamais vécue réellement dans notre pays et en Afrique. Donc on ne peut pas perdre la mémoire de ces choses-là. Qu'est-ce que la conférence a apporté? Non, on va revenir sur tous ces aspects-là, mais est-ce qu'il revenait à la conférence de décider de ces mémoires, de ce qu'il fallait faire pour qu'elle ne se fasse jamais? Mais oui, on n'a pas besoin de l'écrire dans un code de bonne conduite nationale. On n'a pas besoin de l'écrire dans une constitution. À partir de 1990, nous avons eu des élus. Nous avons eu un Premier ministre qui a gouverné avec le chef de l'État, à ce moment-là, qui est devenu lui-même Premier ministre, qui est devenu lui-même chef de l'État. L'ancien chef de l'État s'est retiré pendant 5 ans et est revenu. Mais tous ceux-là sont des acteurs
qui se sont succédés jusqu'à une date récente. Donc la faute est à au tout le premier monde, pouvoir, au premier régime qui ont succédé à la conférence qui se sont succédés. Qui se sont succédés, je dirais, tous les 5 ans. Aussi bien l'exécutif que le législatif. Mais aussi bien, je dirais aussi quelque part, toute la classe politique et la société civile. C'est un héritage, la conférence nationale, et les fruits de la conférence constituent, selon moi, bien sûr, un héritage national que nous devons chérir et entretenir. C'est encore possible de ne pas tout faire disparaître dans la mémoire des plus jeunes. D'aucuns disent que le 28 février, qui est la date anniversaire de la fin de la conférence nationale, aurait dû être commémoré. Aurait pu l'être, comme un autre jour que j'ai perdu. Mais quand on va fouiller l'histoire, on va fouiller les enregistrements, on le verra, le jour où les conférenciers ont proclamé la souveraineté de la conférence. Ça peut être ce jour-là. On a commencé la conférence le 19, je crois que c'est 2 ou 3 jours après, tirant leçon de rencontres récentes, enfin de rencontres ultérieures, qui se sont produites dans le temps, sous le même régime Mathieu Kérékou révolutionnaire. Des cadres ayant participé à ces rencontres-là se sont rappelés que le fait que ces rencontres ultérieures n'ont pas été, marquées du sceau de la souveraineté, les décisions qui ont été prises n'ont pas été imposées à l'exécutif de ce moment-là. Donc, fort de cela, ils nous ont amenés à proclamer solennellement la souveraineté de la conférence. Autrement dit, on n'avait rien à retirer, rien à retrancher aux décisions de la conférence. Voilà, et les décisions devaient s'imposer à tout le monde. Et ça, on aurait pu retenir cette date-là comme une date historique. Peut-être qu'elle serait plus historique que le 28 février. Mais il n'empêche que ce soit le 19, le démarrage de la conférence, cette date-là, de la proclamation de la souveraineté, que le 28, on peut garder n'importe laquelle des 3 dates comme une date souvenir pour célébrer ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce qu'on aura célébré quelque chose qu'on ne pourra pas l'enrichir plus tard. Alors, faisons pédagogie, Alain Diou. Parlons aux jeunes de 16 ans, de 17 ans qui ne savent pas grand-chose, sinon rien de la conférence nationale. C'est quoi la conférence nationale? Un pays avance, se construit tout doucement, avec des hauts et des bas, des acquis positifs et des acquis négatifs. Le pays, le Bénin, a commencé son histoire, sa construction, un peu avant 1960, n'allons pas aussi loin. À partir de 1960, l'indépendance nationale. 1963, premier coup d'État. 1960 et quelques, une succession de coups d'État. Et le Bénin était qualifié de enfant malade de l'Afrique. À un moment donné, 1972, des jeunes cadres militaires ont décidé de reprendre le pouvoir. Parce qu'ils avaient déjà pris le pouvoir. Si on dit coup d'État, c'est coup d'État militaire. Ils avaient déjà pris le pouvoir. Trahison des militaires, trahison des civils, etc. Jusqu'au 26 octobre 1972. Et ces jeunes cadres-là ont pris le pouvoir, l'ont confié, disons, ils avaient à leur tête un commandant, Mathieu Kérékou. Lui, le numéro 1, a donc proclamé la révolution. De 72 jusqu'en 89, le pays a été géré. 72-75, c'était à peu près bien. 75, grande décision, grande orientation politique, idéologique, etc. Et ils ont continué à travailler. Il y a eu des hauts et des bas. Bonne gestion au plan économique, au plan politique, et puis après, très mauvaise gestion au plan économique. Dégradation complète. Problème important au plan social. Difficulté pour payer les salaires, pour que les enfants aillent à l'école, pour que les gens mangent. C'était extrêmement difficile. Un peu avant 1990. Et des révoltes à gauche, à droite. Des étudiants, des syndicalistes, d'autres couches de la société. Le général Mathieu Kérékou, face à cette situation-là, a enregistré 2 personnages qui sont allés le voir. Tout au moins, l'un est encore vivant, Robert Dossou. Et ils l'ont vu, ils ont discuté. Je n'étais pas là, bien sûr, ils ont discuté. Et ils ont sûrement dit, mais mon général, ou bien notre général, la situation n'est pas bonne. Il faut absolument faire quelque chose. Il faut avancer, etc. Ça, c'est ce qui est raconté, mais ce n'est pas faux. Le général a dû, lui tout seul, après mûre réflexion, il a dû prendre la décision, quand des problèmes se posent dans une famille, dans une fratrie, dans une collectivité, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Grande réunion sous l'arbre, à palabre. Donc, il s'est laissé convaincre par ses amis-là, ses aînés-là, et il a décidé. Robert Dossou et le professeur René Awansou. Il a donc décidé
de provoquer une rencontre, de convier une grande couche de la population, donc des représentants authentiques de la société du Bénin, de la société béninoise, à une grande rencontre pour discuter de la vie de la nation. Au départ, lui-même s'était convaincu qu'il n'y avait que des problèmes économiques. Ils ont composé la délégation. Chaque composante a donc désigné les membres tels que ça a été réparti. On s'est retrouvé autour d'un demi-millier de représentants de la nation au PLM Alédio. Cette rencontre a duré 10 jours, du 19 au 28 février. Et tous les dés ont été jetés. La situation du pays a été mise à plat. Les conférenciers ont donc discuté de cela. Le pays est pratiquement aux arrêts. Qu'est-ce qu'on fait pour redémarrer la vie nationale? C'est de ça. La conférence nationale, c'est ça. Et on l'a appelé la conférence des forces vives de la nation. Et en abrégé, on dit conférence nationale. Donc la conférence nationale, c'était des exercices, c'était un dialogue. Oui, c'était parce que le pays était bloqué. Ça, c'est vrai, le pays était bloqué. Il fallait donc s'asseoir, les grands décideurs, pour dire, on fait quoi maintenant? Quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et quelle est la situation de demain? Sur tous les plans. Politique, économique, social, sécurité, tout. Et on a marqué la pause. C'est vrai que les institutions, le gouvernement, ça continuait de travailler qu'à un cas, mais tous les regards étaient tournés vers ceux qui étaient au PLM Alédio en train de discuter de l'avenir du pays. Et la conférence nationale du Bénin était une première en Afrique? Première en Afrique, et pour le compte de l'Afrique, première dans le monde. C'était une première, partout. Et puis, d'autres pays ont repris, d'autres pays ont fait leur conférence nationale avec plus ou moins de succès. Oui, j'étais, vous l'avez rappelé, le jeune de la délégation de l'Église catholique. Quand nous avons fini cette conférence nationale, Monseigneur Isidore de Souza l'a présidé et après a présidé le Haut Conseil de la République. Et puis, du monde entier, on l'appelait. J'ai voyagé avec lui dans X pays africains pour dire comment les choses se sont passées, comment est-ce que ça peut se passer chez eux, et qu'est-ce que nous avons privilégié et qu'est-ce que nous n'avons pas pris en compte pour que en 10 jours, nous ayons pu trouver la porte de sortie. Donc oui, beaucoup de pays africains ont pris exemple sur notre pays, le Bénin. De la conférence nationale, nous sommes passés de la période révolutionnaire à la période du renouveau démocratique, ce que nous appelons à ce jour l'ère du renouveau démocratique. Oui, vous avez bien fait de parler de renouveau démocratique. On n'a pas parlé seulement de démocratie, parce que avant 1972, le Bénin avait fait l'expérience de la démocratie. Et ça avait donné un peu de pagaille. Et c'est parce que il y avait cette pagaille-là que les militaires, donc Kalachnikov, gâchette en main, venaient de temps en temps remettre un peu de l'ordre. Et eux-mêmes, ils ont participé au désordre. Donc, ce n'était pas la démocratie dans son démarrage dans notre pays, non, mais c'est le renouveau démocratique, c'est-à-dire une nouvelle expérience de démocratie. Et on a décidé de faire cette démocratie-là, de faire de la démocratie, je dirais, le courant politique, le régime politique, si on peut s'exprimer ainsi, qui va gouverner le Bénin ad vitam aeternam. Et c'est de cette option de renouveau démocratique qu'est issue, disons, toute la charpente institutionnelle qu'on a à ce jour et tout le fonctionnement simplement oui, du exactement, pays. Exactement. Tout ce qui existe aujourd'hui dans les grandes lignes a été mis en place à partir de la conférence nationale. Quand on est sorti de la conférence nationale, on a mis en place un premier ministre. Ça n'existait pas tel que nous l'avons mis en place en 1990. Un premier ministre qui avait vraiment le pouvoir de l'exécutif. Il était le chef de l'exécutif. À côté, le président de la République. C'était l'ancien qui était maintenu, Mathieu Kérékou. Après le premier ministre, c'est une institution président, qui a été installée. Chef de la transition. Voilà. Et nous avons mis en place une institution à double volet, Assemblée nationale et un peu les problèmes constitutionnels qu'on a appelé au Conseil de la République. Le HCR. Le HCR, c'est une institution de transition, une institution ad hoc pour gérer les grandes décisions, jouer le rôle du législatif en particulier. Et la Constitution est née de la conférence nationale. Donc, toutes les grandes règles, le HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil économique et social. Donc, tout ça, toutes ces institutions-là ont été mises en place par la conférence nationale. Donc, les institutions qui gouvernent le pays aujourd'hui sont les fruits de la conférence nationale. La gestion des institutions peut avoir rencontré des difficultés.
Ça, c'est un autre problème. On peut peut-être en parler. Est-ce que, Alain Diouf, on est toujours dans les sillons tracés lors de la conférence nationale? Est-ce qu'on y est toujours à ce jour, de votre point de vue? Les grandes lignes, je dirais oui. Les grandes lignes, je dirais oui. Je me répète la troisième fois. Les grandes lignes du sillon, je dirais oui. Mais dans le détail, il y a des déviations qui donnent des signaux graves. Par exemple, j'ai entendu dire, au lendemain de 2016, j'ai entendu dire que la conférence ne peut pas continuer d'être une référence. Qu'il y a bien des choses qui sont faites depuis 2016. Comme si le Bénin était né en 2016. J'ai appris récemment, avec grande amertume, que les lieux où la rencontre a eu lieu, les lieux où le PLM Alédio, où s'est tenue la conférence nationale, n'existent plus physiquement. Or, c'est une aberration. Vous savez, dans les pays sérieux, j'ai dit au début que un peuple qui perd sa mémoire, qui n'a plus de mémoire, est un peuple amnésique, est un peuple mort, qui n'a pas d'avenir. On ne peut pas construire l'avenir sans tenir compte du présent, et il n'y a pas de présent sans passé, sans tenir compte du passé. C'est comme si on nous lavait, que le régime actuel, pour ne pas le dénoncer, que le régime actuel nous lave le cerveau. Non. Moi, j'ai déjà personnellement subi, avec beaucoup de difficultés, que l'on est appelé, là où Mathieu Kérékou, qu'il soit apprécié ou pas, Mathieu Kérékou, dans le Bénin d'hier et d'aujourd'hui et même de demain, est une icône. C'est notre icône à nous. Mais si nous refusons de célébrer nos icônes, ça veut dire que nous n'allons célébrer personne. Nous n'allons célébrer personne. Moi, je suis allé en Afrique du Sud. J'ai vu comment les gens ont célébré et célèbrent toujours Nelson Mandela. Mathieu Kérékou est notre icône. Que là où Mathieu Kérékou a vécu des années, et travaillé pour le pays, en bien ou en mal, peu importe. Mais c'est une personne que Dieu nous a envoyée, qui a vécu dans notre pays, qui a travaillé, qui a servi la nation, que l'on l'ait aimé ou pas. Il a vécu là, dans les Filao. Il est mort là, dans les Filao. Et aujourd'hui, on appelle ça le jardin de Mathieu. Je peux m'appeler Mathieu. N'importe quel Mathieu n'est pas Mathieu Kérékou, mes amis. Non. Donc, c'est comme si le régime en place se comporte comme un régime de dictature. La dictature a ceci de particulier que elle essaie de gommer la cervelle. Elle essaie de montrer aux gens que avant elle, la dictature, je veux dire, avant elle, il n'y a rien. Que le Bénin n'existe pas. Avant 2016, personne ne peut nous convaincre de cela. Donc, oui, c'est avec grande amertume que j'ai appris et que je dénonce sur votre plateau le fait d'avoir détruit le PLM Alédio. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'en sais rien. Donc, au lendemain de 2016, disais-je, nous avons constaté qu'il y a des déviations. On peut redresser des choses. Mais on ne peut pas niveler le tout par le bas. Non. Les institutions existent. On a décidé à la conférence nationale que l'Assemblée nationale sera un contre-pouvoir sous le régime Soglo, sous le régime Kérékou, sous le régime Yahi Boni. Kainka, ces trois présidents de la République ont essayé de respecter. Déjà avec Yahi Boni, ça a commencé à flancher. Avec Yahi Boni, ça a commencé à flancher parce que c'est sous lui que j'ai entendu, et les Béninois ont entendu, ping-pong. De 2006 à 2016. Quand je dis ping, l'Assemblée nationale sous Mathurin Nago répond pan. Non, l'Assemblée nationale n'est pas l'exécutif. Donc, à la conférence, on a mis en place l'Assemblée nationale comme contre-pouvoir. On a mis en place d'autres institutions. La HAC, contre-pouvoir. La justice, contre-pouvoir. Mais d'abord l'Assemblée nationale. Les deux, Mathieu Kérékou, Soglo, ont respecté. À peu près, en tout cas. Et puis après, on a commencé à avoir des déviations. Mais aujourd'hui, la déviation est quasi flagrante. Nous n'avons jamais eu dans notre pays une assemblée monocolore. C'est Patrice Talon qui se sera le plus éloigné de la conférence nationale. Oui, le régime du président Patrice Talon, sur le plan de la démocratie, est le régime qui a blessé le plus la démocratie béninoise. Le renouveau démocratique a été mis à mal le plus par le régime de 2016. Le président Talon en a conscience lui-même, qui cherche aujourd'hui, on va y arriver sûrement, qui cherche aujourd'hui à redresser la barre. Nous allons en parler. La constitution du Bénin, j'ai un mot très fort, je m'en excuse auprès de tous ceux qui m'entendent, j'ai un mot très fort. La constitution du Bénin
a été violée. Et je vais m'expliquer tout à l'heure. Donc, oui, la démocratie béninoise, le renouveau démocratique est mis à mal. Un pays ne se développe pas uniquement, seulement par les réalisations physiques. Les réalisations physiques ne sont rien devant les réalisations non physiques. Les réalisations non physiques blessent le sang qui coule dans les veines d'un peuple. Comme il y a du sang qui coule dans les veines d'un individu pour en faire une personne, il y a du sang. Comme la sève qui coule dans un arbre, il y a du sang invisible qui coule dans les veines d'un peuple pour en faire un peuple uni. L'unité nationale est mise à mal. Alors, dites-nous, Alain Déo, que reste-t-il aujourd'hui des acquis de la conférence nationale? Il devrait rester de la conférence nationale ce que j'ai dit tout à l'heure. 1. La conférence elle-même, comme référence majeure. Je ne dis pas référence intangible, mais référence majeure, importante, à rétablir. 2. Les choses qui ont découlé de la conférence. La Constitution, les institutions qui sont mises en place et ce qui leur est attribué comme pouvoir, contre-pouvoir, contrôle, etc., etc. Tout ça doit être rétabli. À la conférence, nous avions dit, j'ai travaillé dans la première commission, la commission politique, constitutionnelle, institutionnelle, etc. Donc, nous avons dit que progressivement, il sera mis en place une démocratie, ce qu'on appelle la démocratie participative. Pour que où le citoyen a son mot à dire. A son mot à dire, le citoyen est éduqué, il est formé grâce aux partis politiques et il contribue réellement à l'animation de la chose politique, de la vie politique. Mais avant la démocratie participative, on met en place la démocratie représentative. Quand nous avons fini la conférence, que l'ORTB, pour ne pas la désigner, s'est rapproché de moi pour me poser des questions, j'ai dit, 1, le fait d'avoir participé à la conférence, c'est une grande joie, un sentiment de grande satisfaction pour moi. Quelque part, on aura mis dans les annales du pays quelqu'un appelé Adi Oualin à participer à un grand honneur pour moi. Et deuxièmement, j'ai émis une réserve en disant que j'ai peur que l'intelligentsia politique nationale ne récupère ce qui normalement est la richesse de tout un peuple, le combat de tout un peuple. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire que aujourd'hui, le peuple n'est plus rien. Le peuple n'est plus rien. Nous l'avons vu en 2019. Nous avons vu comment la constitution de 1990 a été retouchée. Et aujourd'hui, nous en payons les frais. Vous dites qu'on s'est plus que jamais éloigné de la démocratie participative. Oui. Que notre démocratie est représentative que jamais. Oui, on n'a même pas encore commencé à mettre en place la démocratie participative. C'était notre rêve. C'était ce que la conférence nationale rêvait de faire dans notre pays. Et ça devait advenir progressivement. Mais avant que cela n'advienne, il fallait passer par la démocratie représentative. Donc, on élit des députés qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale, qui sont consultés comme tels, qui travaillent pour le bien du peuple, j'allais dire, en face de l'exécutif. Donc, ils contrôlent l'exécutif. Vous savez, je prends un seul exemple. Quand l'exécutif, le président de la République, veut aller emprunter de l'argent au nom du peuple qu'il est appelé à servir, c'est ça le pouvoir que le peuple lui a conféré. Il veut emprunter de l'argent. La loi dit que le président de la République dit son intention aux représentants du peuple, donc au peuple. Je vais emprunter de l'argent à l'Assemblée nationale. Je vais emprunter telle quantité d'argent à telle condition, à tel endroit, et je vais en faire telle chose, telle chose, telle chose. Le peuple donne son accord. Et le président de la République, fort de l'accord du peuple, va faire l'exercice. Va emprunter l'argent, l'utilise et rend compte. Et le peuple contrôle par l'intermédiaire de ses représentants à l'Assemblée nationale. Le président de la République, en 2016, quand il est arrivé, il a remis ça en cause. En 2016 et 2019, je pense que c'est arrivé surtout en 2019. En tout cas, l'un des actes qu'il a posé, on peut vérifier, c'est que cette obligation-là a été enlevée. Dans la nouvelle constitution, bien sûr. Non, dans la pratique. Même dans la constitution. Oui, mais déjà dans la pratique. Donc, le peuple n'est plus consulté. Le chef de l'exécutif va emprunter l'argent dans les conditions qu'il veut. On peut emprunter sur 50 ans. À X pourcentage, le peuple n'est pas informé. Et quand on nous réalise des choses, c'est bien. Mais nous ne savons pas à quelles conditions ça a été réalisé. Même l'enfant qui n'est pas né est déjà endetté. Même nos petits-enfants qui ne sont pas nés sont déjà endettés. C'est vrai que c'est comme ça que ça se passe presque partout. Mais le peuple est informé et donne son accord. Ne pas le faire, c'est
réduire le peuple à rien du tout. Est-ce que c'est pas la reddition de comptes qui est à déplorer? On ne connaît pas le coût de ces infrastructures. La reddition de comptes vient après. La reddition de comptes vient après. Avant même d'aller faire l'emprunt, le peuple est informé par l'intermédiaire de ses représentants à l'Assemblée nationale. C'était ça la pratique. Donc conseillé dans un article. C'était ça la pratique. Mais cet article-là a été remis en cause, a été relu et corrigé. Et le pouvoir a été donné par les députés, ou c'est la 7e, ou c'est la 8e législature, en tout cas sous le président. C'est la 8e législature qui a mis dans la Constitution révisée que le président peut désormais aller emprunter de l'argent partout où il veut, quand il veut, et il a 3 mois pour venir devant la représentation nationale rendre compte. Voilà. Donc vous confirmez bien ce que j'ai dit là. Bien sûr. Voilà. Donc, mais ça c'est une grande blessure. C'est ne pas considérer le peuple. Le chef de l'État n'est pas le patron du peuple. Non. Dans tous les pays du monde, un chef d'État est serviteur du peuple. C'est le premier serviteur parmi nous tous. Le pouvoir qui lui est conféré, c'est un pouvoir de service, c'est pas un pouvoir de domination. Et là, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Donc, oui, ce qui reste depuis la conférence, il y a la conférence elle-même, les acquis de la conférence, le contenu à l'intérieur, il y a le renouveau démocratique en tant que tel. Toutes ces choses-là doivent être rétablies. Les insuffisances, oui, on aura le temps de s'asseoir en tant qu'acteur responsable. On aura le temps de s'asseoir, ou nous aurons le temps de nous asseoir pour dire il y a telle chose qui sont aujourd'hui dépassées. Quand on prend la Constitution de 1990, on y observe des choses qui sont dépassées. C'est clair. On n'est d'ailleurs plus dans la Constitution originelle, je le disais tantôt. Bien sûr. Depuis 2019. Alors, pour vous, Alain Andiou, il faut faire quoi? Il faut se rasseoir et réévaluer la conférence nationale et ses acquis, réévaluer le parcours du renouveau démocratique et prendre de nouvelles décisions. Faut-il une nouvelle conférence nationale? Pas forcément. Si je dois répondre directement à la dernière partie de la question, faut-il une nouvelle conférence nationale? Pas forcément. Mais nous sommes en 2024. Ce que je veux dire avec force conviction, c'est que nous devons nous rasseoir après 2026. Après les élections générales qui sont inédites. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Nous ne savons pas si la culture politique du peuple est à cette hauteur-là. Nous ne savons pas. Vous voyez, en 2026, nous aurons à désigner, nous, parti politique, à désigner 109 candidats aux élections législatives x2, 218. 1100 et quelques candidats aux élections municipales et communales x2. Ça fait 2000 et quelques. Heureusement que ça s'arrête là. Sinon, si on descendait. Et puis, 2 candidats à l'élection présidentielle. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte 163 500 pour les législatives. Ça coûte, je ne sais plus combien multiplié par le nombre. Et en l'espace de 3 mois, 4 mois, on va faire ça. On n'est pas habitué. On ne sait même pas, on ne sait même pas si le peuple, si les citoyens pourront supporter tout ça. Mais c'est pas grave. C'est déjà dans un texte. On y est déjà. Les textes sont là. On va essayer de les appliquer. Mais il y a tellement d'insuffisances dans les textes que vous preniez. On va revenir aux insuffisances. Donc, une rencontre d'importance nationale s'impose au lendemain des élections générales de 2026. Pour qu'on mette la balle à terre. Est-ce que c'est pas là le piège pour ne jamais y arriver, Alain Andiou? Pensez-vous que quelqu'un va gagner le pouvoir, son pouvoir, on va dire, et demander au Bénin de venir, on va s'asseoir pour évaluer les acquis du renouveau démocratique, quitte à ce que son pouvoir soit remis en cause ou une partie de son pouvoir soit remise en cause? Non, pas du tout. Je serai candidat à l'élection présidentielle que je l'inscrirai en pole position. Parce qu'aujourd'hui, les Béninois ne se parlent plus franchement. Les Béninois que nous sommes, nous nous parlons plus franchement. Nous n'embrassons pas le pays comme on le faisait avant. L'unité nationale a du plomb dans l'aile. Donc, je serai candidat que je l'inscrirai en pole position pour dire, nous avons besoin de nous asseoir. Mais ce n'est pas parce qu'on va s'asseoir qu'on va remettre en cause son pouvoir. Non, il aura été élu récemment. Donc, il n'est pas question, non. Même les nouveaux députés, on ne va pas remettre en cause leur élection, non. On va s'asseoir pour dire, maintenant que nous avons de nouveaux responsables, voyons les choses qui ont fait mal depuis la conférence nationale. Je dis ça comme ça. Est-ce que dans la logique, ça n'aurait pas dû venir avant 2026? C'est le souhait que nous partageons
presque largement, sauf nos amis qui ont le pouvoir aujourd'hui en main. Ils considèrent que les institutions fonctionnent bien. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure. Je ne partage pas ça avec eux. Ce n'est pas parce qu'on, ce n'est pas parce qu'on va s'asseoir qu'on va remettre en cause leur pouvoir. Ou bien ils se réfèrent à 1990, on s'est assis et on a pris le pouvoir en grande partie chez Mathieu Kérékou, mais il a voulu lui-même, mais c'est pas de ça qu'il est question. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Ceux qui réclament qu'on s'asseye pour discuter, il y a des aspects de la vie en commun qui vont mal. Asseyons-nous et voyons ce que nous devons faire. C'est tout. Mais les dirigeants d'aujourd'hui n'en veulent pas. Puisque, Dieu merci, je l'espère, nous allons travailler de façon à ce que le pouvoir change de camp. Je ne parle pas forcément d'une alternative, mais tout au moins d'une alternance. Une alternance sincère et vraie. Mais quand on l'aura, puisqu'on l'aura, cette alternance-là, on devra s'asseoir. Toute la classe politique, la société civile, les forces religieuses. Tout comme le groupe au pouvoir aujourd'hui peut continuer, peut gagner. Oui, mais même s'il gagnait pas. C'est pour ça que je dis, je ne parle pas d'une alternative, forcément, même si je la souhaite, mais je parle tout au moins d'une alternance. Parce que les hommes auront changé. Le premier, parmi nous tous, le premier serviteur aura changé. C'est déjà largement suffisant. Et si je pourrais me le permettre, je conseillerais fortement qu'il y ait cette rencontre-là, qu'on s'asseye, comme sous l'arbre à palabre, pour lui permettre, bien sûr, d'asseoir son nouveau pouvoir au nouveau président de la République, d'asseoir son nouveau pouvoir sur un socle national solide. Et ça va lui permettre de travailler pendant 5 ans, sans difficulté. Donc, moi, à défaut de faire tenir, ou de voir se faire tenir un grand rassemblement sur les questions de notre pays avant 2026, mon souhait, ad minima, c'est que cette rencontre-là ait lieu au lendemain des élections générales pour que nous nous asseyions parce qu'il y a de grands problèmes auxquels il faudra trouver des solutions responsables. Est-ce qu'Alain Adéo, vous êtes de ceux qui pensent que on s'est tellement éloigné de la constitution du Bénin, en tout cas la constitution originelle, donc on s'est éloigné de la conférence nationale au point où on a l'impression que désormais c'est une confiscation du pouvoir au Bénin, surtout vu la manière dont les élections se déroulent, elles sont plus sincères, les règles ne sont plus générales pour tous. Certains pensent que, on s'est éloigné même du préambule de la Constitution. Vous êtes dans votre rôle, cher ami, en tant que journaliste, vous avez dit, on a l'impression. Je suis dans le mien en tant qu'acteur politique, c'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une réalité que nous sommes dans une confiscation du pouvoir. Confiscation du pouvoir, oui. Nous sommes dans une confiscation du pouvoir. Je prends 2 ou 3 exemples. D'abord, le libéralisme économique. Ça a été annoncé à la conférence nationale. C'est l'une des décisions qui découle du renouveau démocratique que nous avons choisi. Sur le plan économique, nous avons dit libéralisme économique. Mais le mode opératoire des décisions qui ont été prises à la conférence nationale, le mode opératoire, la mise en place, la conception et la mise en place des modes opératoires revenait au Premier ministre 90-91. Donc au gouvernement du président Soglo. D'accord? Mais jamais cela n'a été fait. Jamais. Alors, quelqu'un arrive, il nous impose sa conception, sa conviction du libéralisme économique. Nous sommes passés de tentatives de libéralisme économique à un libéralisme économique sauvage. Nous sommes dans un régime 2016 de libéralisme économique sauvage, inhumain. C'est-à-dire, est-ce que c'est de ça qu'il est question? Est-ce que c'est ça qu'on voulait? De manière concrète pour ceux qui... De manière très concrète. Oui. Aujourd'hui, tout le monde, sauf ceux qui bénéficient du pouvoir directement, ont constaté que la pierre angulaire de la construction nationale que gère le régime en place, c'est le capital financier. C'est l'économie du pays. C'est l'argent. C'est l'argent, pour parler terre à terre. Ouais. C'est pas l'humain, c'est pas l'homme. L'homme, c'est rien. L'argent est tout. C'est du libéralisme. Mais c'est du libéralisme sauvage. C'est du libéralisme inhumain. La recherche du profit. Et vous ne voyez pas? C'est dans ça que nous sommes. Ceux qui ne veulent pas entrer ou ne peuvent pas entrer dans ça, ils perdent leur job. Ils perdent le travail. On leur donne 2 mois. On leur donne 3 mois. On leur donne 9 mois. Et ils sortent du système de production de richesse. Ils n'ont qu'à aller mourir. Ils n'ont qu'à aller se débrouiller. Mais c'est cela, c'est du sauvage. Donc l'augmentation, c'est pas de ça qu'il est question. De certains cours, l'établissement de la carte d'identité passé de 2400 à 10 000. Ah oui. Ceci, cela, tout ça, c'est les conséquences du libéralisme économique. C'est la domination de l'argent.
C'est la primauté de l'argent sur l'humain. C'est un choix. Il y a des écoles en économie qui défendent cela. Je regrette, je ne suis pas de la même école que ceux qui défendent ça auprès du président Talon. J'en ai rencontré qui ont cherché à m'humilier. Et j'ai dit, on se rencontrera. D'accord? Donc, c'est une guerre d'école. Mais malheureusement, dans certaines contrées du monde, c'est déjà dépassé. Mais même si ce n'était pas dépassé ailleurs, est-ce que c'est de ça que nous, en Afrique, nous avons besoin? C'est ça le vrai problème. Ok? Donc, il y a des excès, il y a des confiscations. Oui, j'ai pris l'exemple sur le plan économie libre. J'ai parlé de libéralisme économique. Vous avez pris des exemples, rappelez, et vous avez raison. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous dénonçons? Mais quand vous prenez, il faut avoir 10% sur le plan national pour que les résultats des élections communales soient validés. 10% au plan national. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai subi. C'est le président Adrien Ngwedji avec son PRD qui l'a subi le plus à Porto Novo. Et il a aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Quand il était président de l'Assemblée nationale, des gens le lui ont dit, mais attention, tu es très fort, très puissant avec ton PRD à Porto Novo. Il a gagné les élections de 2020 à Porto Novo. Mais il n'a pas eu les 10% au plan national. Et les élus, les conseillers communaux et municipaux, maires compris, que les citoyens béninois résidant dans le Lomé et le plateau, ces citoyens à qui ils ont eu confiance, à qui ils ont donné le pouvoir de gouverner leur commune, eh bien au plan national, c'est pas eux qui ont eu 10%, donc c'est aux autres qui ont été battus, qui ont dû, etc. Donc vous voyez, c'est de l'exclusion. Il ne faut pas qu'on se monte, c'est de l'exclusion. J'ai pris les 10%. Mais il y a encore d'autres choses. La caution, par exemple. Le quitus fiscal. D'accord, on peut défendre en disant que les candidats aux différentes élections doivent être des citoyens exemplaires. D'accord, je comprends ça. Mais on peut trouver une autre formule. Par exemple, est-ce qu'on est obligé de dire que c'est le directeur général des impôts, le directeur général des impôts, qui va signer tous les quitus fiscaux, d'accord? Si nous sommes 4, 5, 6, 8 partis politiques pour les élections législatives, ça fait 218 fois 8 ou fois 10. Ça fait 1000 et quelques, 2000 et quelques. Et c'est lui seul qui va signer tout ça. Dans quel créneau de temps? Et vous en signez plus que ça? Et on en signe plus que ça. Et les autres élections arrivent. Pourquoi ne pas décentraliser? Pourquoi ça doit remonter pour les autres quitus qui sont délivrés tous les ans? Quand ce n'est pas par rapport aux élections qui sont délivrés tous les ans, ne sont pas tous signés par le directeur général. Pourquoi les quitus fiscaux des candidats aux élections, quelles que soient les élections, ces quitus fiscaux doivent être signés par le directeur général? C'est pour empêcher. Ça s'appelle des fraudes positives dans le jargon. Je suis un expert en choses électorales. Et puis il y a deux exemples. Le niveau de la caution. 50 millions. Ils ont même proposé 250. Et c'était 250 millions. Ou 500. Oui, non, c'était 250 millions. Et après la rencontre de 2019, là, les assises, là, c'est ramené à 50 millions. Ailleurs, au Togo, la dernière fois, là, pour les élections de plus bas niveau, je m'excuse, je n'ai pas gardé les choses, c'est peut-être 500 000, ou etc. Pour les élections législatives, vous faites la division, c'est 163 500 divisé par 109. Vous verrez, c'est 1 million et quelques par candidat. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Tout ça, c'est pour exclure. Vous pensez que c'est ceux qui ont l'argent, qui ont de l'argent dans notre pays, qui sont les plus qualifiés pour gérer notre pays, encore que l'on sait comment les gens font pour avoir de l'argent. Alors, Alain Andéou, comme votre parti politique, Foscori pour un Bénin émergent, on imagine, vous êtes contre la révision de la Constitution que les mêmes acteurs appellent aujourd'hui de toutes leurs forces. Nous avons été très clairs. Nous avons dit, et quand je fais le tour de tous ceux qui ont parlé de cette affaire-là, excusez-moi, ils disent tous la même chose. Et d'ailleurs, on dit toujours la même chose depuis longtemps. Depuis que moi j'étais au gouvernement, c'était déjà ça. Non à toute révision opportuniste, non consensuelle. Tout le monde, les acteurs politiques, la société civile, les forces religieuses, tout le monde sait que la Constitution, même si c'est la loi fondamentale, c'est pas une Bible. Et que le moment venu, il y aura forcément des insuffisances. Le monde évolue, il y aura des insuffisances. Donc, nous disons non à toute révision opportuniste non consensuelle. Mais si ces deux conditions sont des conditions, si ces deux conditions-là sautent, ce n'est pas opportuniste, c'est consensuel. Alors, sommes-nous si c'est ça, alors dans une révision opportuniste? Oui, il faut une révision non opportuniste et
consensuel. Est-ce que ce que Hassan Seibou appelle de tous ses vœux est opportuniste de votre point de vue? C'est à la fois opportuniste et non consensuel. Pourtant, Patrice Talon s'en défend, il ne veut pas d'un troisième mandat. C'est opportuniste et non consensuel. Et je m'explique. C'est non consensuel parce que même s'il devait chercher un consensus entre eux trois partis politiques à l'Assemblée nationale, ce n'est pas eux trois qui font les partis politiques du Bénin. Ils doivent forcément s'en ouvrir aux autres. Et assez récemment, il y a eu quelque chose de pas bien du tout qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un de vos confrères qui a réuni les trois présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et qui a invité d'autres partis politiques, quelque part ici à Cotonou, pour essayer de faire le débat. Quand ils sont arrivés, c'est eux, successivement, sûrement qui se sont entendus, c'est eux successivement qui ont dit « Ah bon, vous avez invité le peuple ?» Les gens ont dit « Non, mais il y a d'autres partis politiques. » Non, etc. C'est nous seuls qui avons le droit de parler. Ah bon? Si les partis politiques qui ne sont pas à l'Assemblée nationale veulent se faire entendre, ils n'ont qu'à écrire au bureau de l'Assemblée nationale pour que le bureau se saisisse de leurs propositions qu'on va étudier. Ce que vous dites, ça s'est passé dans quel média? Ça s'est passé récemment à Golden Tulip. Il y a un hôtel qui s'appelle comme ça, non? Bien sûr, à Cotonou. Voilà. Avec l'un de vos confrères. Donc, dès que j'ai donné Golden Tulip, ça vous suffit pour que vous puissiez chercher. Et j'ai dit bien, ce sont les trois. Le BR, le président, le Renouveau et puis les démocrates. Et les démocrates. Les trois se sont entendus sur ça. Et les représentants des autres partis, dont FCBE, présents, ont eu la bouche cousue. On leur a interdit de parler. Alors, quand c'est comme ça, je m'excuse, même les démocrates qui parlaient d'exclusion hier, en doigtant ce que font les amis de la mouvance, mais qu'est-ce que eux aussi ils font aujourd'hui? En procédant ainsi, qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'exclusion. Ça veut dire quoi? L'exclusion qu'ils dénonçaient est désormais l'une de leurs pratiques. Tant qu'eux, ils n'en sont pas victimes. Parce qu'ils ne sont pas victimes. Alors que la conférence nationale, l'une des particularités de la démocratie béninoise, c'est que c'est une démocratie consensuelle. Nulle part au monde, vous ne verrez ça. C'est pour ça que la Cour constitutionnelle a érigé ça en valeur constitutionnelle. Constitutionnelle. Le consensus. Parce que le consensus permet à la partie dominée de ne pas se sentir blessée. La partie dominée, la petite partie, donc la minorité. D'accord? Vous comprenez très bien. Donc, il y a tellement de choses à refaire, tellement de choses à remettre en ordre. On va subir sûrement jusqu'en 2026. Mais j'ai un regret terrible. Le regret, c'est si j'étais le président de la République actuelle, si j'étais Patrice Talon, alors que je vois la fin de mon mandat s'annoncer, c'est maintenant que je prendrai la décision de tout rétablir. C'est-à-dire tel que j'avais vu avant d'arriver. Et cela passe par quoi? Un dialogue? Je convaincrai les administrés, les citoyens en leur disant j'avais besoin de ce nouveau cadre-là pour travailler. Moi, personnellement, j'avais besoin de ce nouveau cadre-là. Il y a des articles de loi qui étaient des carcans pour moi. Je ne pouvais pas, mais je ne me sentais pas à l'aise. Donc, j'avais besoin d'enlever, de faire sauter ces carcans-là pour pouvoir vous servir. Maintenant que la fin de mon service arrive à son terme, eh bien, je demande qu'on remette tout ça en place. Ça peut passer par une rencontre. Vous savez, la conférence nationale, on dit des assises. Il y a plusieurs modes de rencontre. Il peut décider, comme il avait fait à la veille de 2019, je crois, il peut décider de rencontrer en octobre 2019. Les partis politiques séparément, etc. Et puis, il y a eu un comité. Un comité peut être là pour recenser les desiderata, les souhaits, les propositions, tout ça. Il met tout ça ensemble. Et puisque là, la majorité à l'Assemblée nationale, il demande à ses députés, écoutez les amis, voyons tout ça. Comment vous entrevoyez, Alain Adéo, comment entrevoyez-vous les élections générales de 2026? Avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations, mais elles auront lieu parce que c'est la loi. Elles auront lieu et nous n'avons pas besoin d'aller à la révision de la Constitution pour prendre en compte ce que la Cour constitutionnelle a dit. Il suffit de bien regarder le code électoral et d'apporter les virgules, points-virgules nécessaires pour qu'il y ait égalité entre les gens qui vont parrainer. Personnellement, quand nous avons fait l'analyse au niveau de notre parti, la logique et l'éthique, c'est que ce soit les élus, députés et maires de 2026 qui parrainent. C'est ça qui est la logique et c'est ça qui est l'éthique aussi. Je ne sais pas ce que les amis à l'Assemblée nationale vont... C'est ce que Patrice Talon souhaite également, mais ce que vous dites, on ne peut pas l'obtenir sans la révision de la Constitution. Si. Il suffit
si le choix, l'option est faite, ce sont les députés et les maires de 2026. Les élections auront lieu en janvier, les élections municipales et législatives en janvier. Nous aurons des élus et puis on va retoucher ou à l'article 135 pour diminuer le nombre de jours qu'il faut avant le dépôt de candidature des candidats à l'élection présidentielle pour que les gens parrainent. À l'autre de 50 jours ouvrables, on peut diminuer ça à 40 ou à 60. Il suffit de diminuer un peu pour voir. Si on ne veut pas toucher à l'article 135, on touche à l'article 41 alinéa 11 et on dit bon mais la Sénat a 8 jours pour étudier. Une fois qu'elle a reçu les dossiers des candidatures à la présidence de la République, toutes les pièces sont là. Il peut avoir toutes les pièces, sauf le parrainage, la pièce du parrainage. Et la Sénat dispose de 8 jours. Il suffit de corriger l'article 41 alinéa 11 et dire, au lieu de 8 jours, on ajoute 4 jours. On lui donne 12 jours. Mais il n'est pas évident de sauter le parrainage, puisqu'on l'aurait fait ainsi. Oui, puisque les amis ne veulent pas qu'on saute le parrainage. Donc, nous, FCBE, nous sommes des républicains. Mais sauter le parrainage, c'est violer la Constitution déjà. Aujourd'hui, oui. C'est pour ça que nous disons, on ne touche à rien, sauf des virgules et des points-virgules pour réaménager les choses et nous allons aux élections générales de 2026. Et ce qu'il faudra souhaiter, c'est la paix pour que tout se passe relativement bien. Et à partir de là, on va s'asseoir. Faut-il garder le parrainage? Faut-il garder les 10%? Faut-il garder le quitus fiscal? Faut-il garder le taux élevé de caution, etc., etc. Si vous prenez les lois portant décentralisation, il y a plein de choses. FCBE a fait 14 propositions. 14. C'est nous seuls qui avons fait des propositions détaillées parce que nous avons vécu ça dans notre chair, la chair de notre parti politique. D'accord? Nous allons verser tout ça à qui de droit au pluriel pour que, s'ils veulent en prendre compte, ils le fassent. Mais c'est nécessaire de ne pas aller vers la révision et puis, il ne peut pas réviser la Constitution en l'état actuel des choses sans les démocrates. Si réviser la Constitution, ça veut dire que les démocrates auront trahi le peuple. C'est tout. Et ils le savent. Alors, parlons des démocrates, parlons des autres partis représentés à l'Assemblée nationale. Puisque vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, FCBE, c'est qui vos interlocuteurs? Les démocrates, UP, le Renouveau ou le Bloc républicain? Ni l'un, ni l'autre. Et comment vous faites entendre alors? Parce que les démocrates et leurs présidents, notamment, ne sont pas capables, de par leur comportement et la lecture que nous faisons de leur comportement, de rassembler toute l'opposition. Puisque aujourd'hui, au regard de la loi, et c'est légitime, ils ont 28 députés à l'Assemblée nationale, 0 élus communaux municipaux, donc des maires, 0. FCBE a 0 députés à l'Assemblée nationale et 261 élus communaux municipaux, donc des maires. Normalement, si on était ensemble, ça ferait 28 députés plus 261 élus à la base. Mais ils n'en veulent pas, puisque dès le début, ils ont dit FCBE n'est pas de l'opposition. Ça fait leur problème. Il y a plusieurs manières, dans un pays, il y a plusieurs manières de faire l'opposition. FCBE n'est pas une opposition radicale. Une opposition va-t-en-guerre. Nous sommes une opposition modérée, on fait des propositions et on avance. Donc, ils ne sont pas nos interlocuteurs. Ni le BR, ni l'UP Le Renouveau. Je réponds à votre question, s'il vous plaît. Nos interlocuteurs, c'est directement l'Assemblée nationale à travers le bureau. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle a relevé la dernière fois. Et c'est ce que le professeur Dossou a également relevé. Je crois, si c'est lui ou si c'est Olo, l'un des deux en tout cas, dire tout citoyen est libre, est autorisé à saisir le bureau de l'Assemblée nationale d'un document, d'une réflexion, proposition. Et pour tout vous dire, cher ami, il a fallu FCBE. Si vous suivez bien le comportement de FCBE, nous avons éprouvé les textes de loi, toutes les lois, électorales, décentralisation également. On les a éprouvés, on les a vécus dans notre chair. Et nous nous sommes retrouvés à Grand Popo et à Cotonou au cours de 2 ateliers majeurs de formation. Nous avons ressorti, grâce à des experts, des sachants en la matière, nous avons ressorti les points de grande faiblesse. Et nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale, qui nous a reçus. Le président de la Sénat aussi nous a reçus. Et nous avons dit, on a écrit à la Cour constitutionnelle, qui a accusé réception et qui jusque-là ne nous a pas encore reçus. Le président de l'Assemblée nationale nous a reçus. On a présenté notre analyse. Il a dit, mais vous avez raison. Il nous a demandé de lui laisser un écrit, ce que nous avons fait. Il a saisi le président de la République. Et ça, c'est la réalité des choses. Puisque les gens ne veulent pas qu'on parle de FCBE. Nous travaillons. Et c'est à partir de là que ça a démarré. C'est après ça que quoi démarrer? C'est après ça qu'un citoyen a saisi
la Cour constitutionnelle. La Cour l'a débouté, mais s'est auto-saisi de tout ce qu'il a réclamé, jusqu'à proposer, sortir donc sa décision pour que l'Assemblée nationale corrige, que les députés corrigent. Qui a saisi la Cour constitutionnelle, Gbagbo n'est pas loin de la réflexion de FCBE. Je ne dis pas qu'il est FCBE, hein. Il est un citoyen. Il est un citoyen, d'accord? Mais je dis simplement que nous avons rencontré le président de la Sénat, nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale, ça a déclenché quelque chose et nous y sommes encore. Voilà, donc le point de départ, c'est cela. Ça veut dire l'aiguillon qu'il y a, c'est cela. Et puis, nous laissons le processus continuer. Mais avant FCBE, une fois que la Constitution de 2019, qui, rappelez-vous, a été cachée pendant son étude et même quelques jours après l'adoption, une fois qu'elle a été rendue publique, très rapidement, des gens, dont le professeur Joël Aïva, aujourd'hui en prison, avait déjà décelé ces choses-là également par ailleurs. Absolument. Nous lui rendons hommage d'ailleurs, parce que tout le combat que nous faisons aujourd'hui confirme qu'il n'avait pas tort. C'est tout. Il n'avait pas tort. Alors, Alain Debout, si vous permettez, pour revenir à vos guerres avec l'autre partie de l'opposition, les démocrates, au-delà des démocrates, beaucoup d'observateurs ont dit la même chose que ce qu'ils disent aujourd'hui. Et vous l'avez dit dans cette émission, nous sommes aujourd'hui, on va dire, presque en dictature au Bénin, et vous apparaissez, vous, FCBE, comme parti d'accommodation, opposition, de confort, une caution, comme en dictature, comme dans toutes les dictatures. C'est vite dit et ça fait sourire. C'est vite dit et ça fait sourire. Et je dis aux gens, quand je les prends au sérieux, comme vous, je dis, mais écoutez, si c'est la façon dont FCBE a eu son récépissé qui fait dire cela aux gens. Par exemple. Non, je dis pas, si c'est cela. Par exemple. Alors, allons-y. Donnez-moi un seul parti politique qui se réclame non directement partisan de la mouvance, qui n'a pas eu de difficultés pour avoir son récépissé et qui n'a pas dû courir au ministère de l'Intérieur, c'est comment, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, etc. Parce que la loi, c'est eux qui la connaissent. Les amis de la mouvance, c'est eux qui la connaissent. C'est eux qui la mettent en application. Et c'est ce que FCBE a fait. C'est ce que les gens de FCBE ont fait. Si vous parlez de négociation, ils ont dit, est-ce que ceci c'est conforme, est-ce que ceci c'est bien, etc. À ce moment-là, FCBE était tout ensemble. Et ils ont pu avoir leur récépissé. À ce moment-là, ils n'ont pas eu le récépissé au nom d'un camp de FCBE. Ils ont eu le récépissé au nom de FCBE. Que présidait, président d'honneur, Yahi Boni. Et ça n'a pas été non plus facile. Et ça, c'était avant 2019. Oui. Avant 2019, oui. Au lendemain. Voilà. Après les élections législatives. D'accord. Ouais. Quand personne de l'opposition ne pouvait aller à l'Assemblée. Ne pouvait aller à l'Assemblée nationale. Oui. Donc on s'est dit, mais le pas de danse doit changer parce que la cadence a changé. C'est eux qui sont au pouvoir. Ils ont mis en place des lois que nous n'acceptons pas, mais nous sommes républicains, nous sommes démocrates. Nous allons donc subir ces lois-là, mais tout faire pour nous opposer. FCBE, à partir de 2016, FCBE, naturellement, sa place naturelle, c'est l'opposition à talons. Puisque FCBE avait un candidat aux élections présidentielles de 2016. Et le candidat a été battu, pour ne pas le nommer, Lionel Zissou. Il a été battu. Mais une fois que la FCBE a perdu. dont il est question, ce n'est pas la FCBE issue de l'élection présidentielle de 2016. C'est FCBE après 2019. Non. Je dis bien, je suis en train de dire quoi? J'ai dit FCBE après l'élection de 2016. Donc, contre Talon, qui a perdu, FCBE, sa place dans l'échiquier politique national, c'est l'opposition. Je disais, cette FCBE-là, c'est opposition naturelle à Talon. C'est cette FCBE-là qui travaillait un peu aux alentours de 2019, qui n'a pas pu participer aux élections législatives. Si elle avait pu participer, il n'y aurait pas eu ce clash-là à l'interne. Donc, FCBE n'a pas pu participer. Et entre 2019 et 2020, cette FCBE-là a couru des gens, des responsables de ce parti-là. On dit, mais nous n'allons pas perdre la face. Il faut qu'on se conforme à ce qu'ils ont mis en place aujourd'hui, même si on n'est pas d'accord. Il faut qu'on se conforme parce qu'on est républicain. Ils ont tout fait pour avoir le récépissé. C'est une fois qu'ils ont eu le récépissé, en la qualité de FCBE dans sa totalité, que la guéguerre s'est installée à l'intérieur. Question de personnes. Je le sais très bien. J'ai vécu ça quand j'étais NCC. Nous avons vécu ça. Contre Tevoa Idjire pour le etc. Donc on sait.
Et puis, nous sommes au Bénin, n'est-ce pas? Quand c'est toi qui fais que ce n'est pas moi, alors c'est jamais bon. Et quel est le rôle que le pouvoir peut jouer dans cette guerre-là à FCBE à l'époque? Non, je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. À la limite même, si on faisait un peu le truc du diable, même si le pouvoir avait joué un rôle, est-ce que ce n'était pas son rôle de vouloir diviser la force politique la plus forte, excusez-moi de parler ainsi, est-ce que c'est pas dans son jeu de faire ça? Et de l'autre côté, quand on inverse, est-ce que ce n'est pas la responsabilité de ceux qui sont FCBE de se dire, nous n'allons jamais tomber dans ce piège? Supposons que ce soit la main cachée derrière, la main cachée du pouvoir derrière. C'est normalement la responsabilité des animateurs de FCBE dans sa totalité de dire, nous n'allons jamais subir cela. On arrive presque au thème de cette émission. Dites-nous, FCBE a été pendant un moment le seul parti de l'opposition, le principal parti de l'opposition, mais est-ce que vous avez pu jamais assumer, disons, la fonction, la mission de chef de file de l'opposition? Attendons de voir si Yahi Boni ou les siens, premier ou deuxième responsables du parti, assureront. Non, répondez déjà, est-ce que vous l'avez assumé? Attendez, vous avez bénéficié des privilèges de... Nous avons eu le titre. Vous avez Nous avons eu le titre. Comme Yahi Boni et les siens ont le titre. Non, même pas vu le décret. Nous, au moins, on avait vu le décret. On a vu le décret de nomination. Mais le décret qui devait accompagner, on l'a jamais eu. Eux, personne n'a vu le décret. Peut-être qu'ils l'ont reçu en catimini. On n'en sait rien. Et ça, c'est encore le jeu du pouvoir. C'est pour cela que nous disons, à partir du moment où le pouvoir développe le même jeu, normalement, c'est l'actuel chef de l'opposition qui doit dire, vous avez subi ça hier, nous sommes des frères, même si nous sommes des frères adversaires, etc., nous ne sommes pas ennemis, remettons-nous ensemble pour voir comment faire. Est-ce que vous êtes prêts à aller vers Boni Yahi si aujourd'hui il fait la moitié du chemin vers vous? Je vous fais une confidence très secrète. Allez-y. Je sais qu'il y a des gens qui se rencontrent. Initiative de gens, les démocrates, initiative de gens, FCBE, pour dire, mais écoutez, nous sommes des frères. Nous sommes les frères de la même famille. Asseyons-nous maintenant. Est-ce que vous ne voyez pas que si nous sommes ensemble en tant que force politique de l'opposition, le pouvoir d'en face va trembler? Dit, mais allez-y, allons-y, nous sommes prêts. Et à un niveau donné, ça bloque. À un niveau donné, ça bloque. Je vous le dis. Je vous le dis et je le répète, je le dis avec grande certitude. Je le dis avec grande certitude. À un niveau donné, ça bloque. Parce qu'on ne veut pas oublier hier. Parce que nous sommes des Béninois. Peut-être qu'ils ont aussi peur d'être trahis à nouveau. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Parce que chacun a fait une expérience. C'est comme si vous prenez je sais pas quoi, des gens qui étaient mariés, qui pour des raisons se sont séparés, qui pouvaient justifier leur séparation par 1000 raisons, etc., qui ont fait leur expérience, qui ont échoué, et qui ont dit, mais écoutez, maintenant, on se connaissait depuis longtemps, n'est-ce pas? On va se rapprocher à nouveau. On va reprendre quelque chose. Mais vous savez, il y aura toujours de la réticence. Ils vont finir par se retrouver. Le pouvoir de Patrice Talon est, à tort ou à raison, n'est-ce pas, dit très fort dans la manipulation, très fort dans l'infiltration. En tout cas, si nous faisons le choix de travailler à ce que le peuple se libère de ce pouvoir-là en 2026, nous qui nous réclamons de l'opposition, nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Et c'est encore possible. Le pouvoir d'en face peut être le plus fort du monde. Le plus fort du monde. Si nous ne décidons pas d'être plus intelligents, plus rusés, c'est pas eux seuls qui gèrent la ruse et la rage, hein. C'est pas eux seuls. Si nous tombons dans leur piège, ça veut dire que nous sommes moins rusés et moins enragés qu'eux. Si nous voulons servir le peuple, alors nous devons faire la démonstration. Et aujourd'hui, les démocrates, nos frères les démocrates, ne font pas cette démonstration. Je vous ai dit que c'est le président du groupe parlementaire, les démocrates, qui a interdit aux journalistes, votre frère, de faire donner ou bien de donner la parole aux partis politiques et notamment FCBE. Quand ils parlent, vous entendez, ils disent l'opposition. Ils ne disent pas nous sommes une partie de l'opposition. Peuvent-ils gagner quelque chose sans les autres partis de l'opposition? Et qu'est-ce que... Je les défie, ils peuvent pas. Qu'est-ce que FCBE aujourd'hui peut apporter aux démocrates? Qu'est-ce que FCBE aujourd'hui peut apporter à l'opposition? Attendez que nous enseignons, vous le constatez. Je répète, FCBE est le seul parti de l'opposition qui a éprouvé toutes les lois, depuis 2016, 2019 en particulier, toutes les lois. Et ça vaut son pesant d'or. Si nous nous asseyons, si FCBE ne représente rien, que les démocrates pouvaient tout, pourquoi ils iraient démarcher nos élus communaux et municipaux pour qu'ils les rejoignent? Pourquoi Yahi Boni ne peut pas se mettre dans la posture de rassembler l'opposition? S'il est incapable de rassembler l'opposition, peut-il rassembler les Béninois comme il en rêve? Il peut pas. Malheureusement, Alain Diou, on arrive au thème de cette émission. C'est dommage.
Ça, je le dis de façon très sincère, c'est dommage. On aurait pu inventer une émission d'1h30, mais c'est pas grave. Malheureusement, la radio, c'est également le temps, votre mot pour finir cette émission. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau au nom de FCBE. Je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées, pour le fait que vous m'ayez à nouveau enraciné dans l'histoire de notre pays. Et si j'avais quelque chose à souhaiter, c'est que les Béninois ne considèrent pas que le jeu est perdu. Non. Nous avons la possibilité de gagner en 2026. Gagner, c'est quoi? C'est accompagner progressivement le pouvoir de Patrice Talon jusqu'à son terme, 2026. Et après, on verra. Et pour cela, on ne touche à aucune virgule de la Constitution. On demande aux députés, corrigez le code électoral et faites-nous faire des élections transparentes. Mais nous devons veiller. Et c'est ça mon dernier mot. Le peuple a le devoir de la veille politique et électorale. Je détaillerai ça plus tard dans d'autres circonstances. Merci à vous, Alain Andigou. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu sur cette émission. Merci à chacun. Merci à tous de nous avoir suivis. Alain Andigou est du parti FCBE et conseiller politique de ce parti politique, directeur de l'école de FCBE. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Samuel Ngyo a assuré la réalisation technique de cette émission. Grand Angle, c'est encore dimanche prochain.